Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast La Sueur. Bonjour mon cher Russ, comment ça va? Ben, ça va impeccable, Guillaume. Bonjour. Ça fait hyper plaisir. Aujourd'hui, on se retrouve bien évidemment pour parler de Conor, The Notorious Conor McGregor, qui là a publié sur ses réseaux sociaux un petit peu plus d'informations sur sa blessure. Il y a pas mal de personnes qui nous ont envoyé des messages pour savoir, mais soit d'un côté, grosso modo, ce qui se passe, c'est que les gens disent soit d'un côté, Conor McGregor, pourquoi a-t-il accepté le combat, et de l'autre, pourquoi est-ce que l'UFC, s'il savait ce qu'avait Conor McGregor, a accepté que Conor McGregor ne participe à l'UFC 264. On en parle maintenant. Générique, mon cher Rust. Soit. Alors, Conor McGregor s'est donc fracturé le tibia lors de l'UFC 264. Il a été opéré dans la foulée. Dana White a dit qu'il était sorti maintenant de l'hôpital. Il va maintenant observer une longue période justement hors de la cage Conor McGregor et qui devrait revenir en juillet 2022 selon Dana White. Ensuite, Conor a dit, d'abord John Kavanagh a dit que Conor McGregor avait subi une blessure lors de son camp d'entraînement. Conor McGregor a depuis confirmé, a commencé à partager des photos. Donc en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça a l'air d'être vrai. Ça a l'air d'être vrai. Enfin, de toute façon, je ne sais pas si c'est le genre de choses où on pourra vraiment savoir, parce qu'au final, c'est vrai aussi que tu vois, il y a plusieurs choses qui se sont passées pendant le combat qui ont fait que c'est peut-être l'accumulation de tout, c'est-à-dire d'une blessure qu'il avait avant, avec une manière de kicker, des blocs de la part de Dustin, etc., qui ont fait que ça a aggravé le truc et que ça a causé la fracture sur le moment pendant le combat. Je pense qu'on ne saura jamais vraiment, en fait, exactement, mais il y a plusieurs points de vue de pas mal d'acteurs du MMA, en tout cas, qui nous permettent au moins, même si on ne saura jamais, je pense, exactement, d'y voir plus clair sur ce qui aurait potentiellement pu causer ce truc-là. Donc c'est ça qui est intéressant. Enfin, alors là, si on doit rentrer, on pourra en parler, mais c'est ça qui est intéressant. Et plus globalement sur le fait que Conor McGregor ait accepté de faire le combat, vous le savez, hein, Conor McGregor c'est quelqu'un qui a une certaine fierté dans le fait de ne jamais avoir décalé un combat ou annulé un combat sous blessure. Idem Nate Diaz jusqu'au combat contre Leon Edwards qui a été décalé d'un mois. Jamais avant il avait dû décaler un combat pour cause de blessure. Donc il y a certains combattants, contrairement, Russ vous en avez parlé dans le dernier podcast, contrairement à des José Aldo ou à des Georges Saint-Pierre qui eux veulent être au top, il y en a qui se disent on a une date, peu importe ce qu'il arrive, on va être là. Souvenez-vous d'ailleurs, Conor McGregor lors de l'UFC 189 contre Chad Mendes, c'est aussi présent dans son film, hein, justement de Notorious, il avait cette fameuse blessure, je crois que c'était à la cuisse, hein, ou au genou, hein. Il me semble que c'était le genou. Ouais, c'était le genou. Il avait eu une blessure 3 semaines avant le combat, et plutôt aussi que de dire bah là on va décaler comme ce qu'avait fait José Aldo, il a tenu à maintenir le combat. Et là c'est à chaque fois, si vous voulez, c'est un peu qui tout double, parce que soit ça passe et là ça rentre encore plus dans la légende, ou soit justement vous vous blessez lors du combat comme Conor McGregor lors de l'UFC 264, où là ça ajoute au fait de se dire ah bah c'est quand même une nouvelle pierre au côté, le gars il est pas en pleine forme. Et puis j'ajoute aussi sur le fait que l'UFC maintienne ce genre d'événement. On en a parlé dans le dernier podcast sur les pay-per-view. 100 millions de dollars. C'est des enjeux qui sont tellement énormes que le combattant qui soit lui dit bah je vais peut-être pas combattre, ou alors peut-être prendre le risque de décaler entre tous les investissements qui ont été mis en place par l'UFC, le combattant qui peut-être va perdre sa place. Rafael Dos Anjos, quand il s'était blessé au pied, jamais il n'a eu le combat contre Conor McGregor et cette fameuse Red Panties Night. Et à la place, c'est Nate Diaz qui aujourd'hui est devenu une superstar grâce à la victoire, grâce à la blessure de Rafael Dos Anjos. Ouais, non, c'est clair. Et puis c'est vrai qu'il y a, je pense aussi, comme ça avait été le cas, il me semble, dans ce fameux combat entre McGregor et Chad Mendes, c'est que les combattants et le camp d'entraînement va cacher la blessure aussi aux médecins de l'UFC, en fait. C'est très courant, c'est entre guillemets, et c'est même pas considéré comme grave. Et l'UFC t'en tient par rigueur parce que l'UFC, comme tu viens de le dire, est parfaitement conscient des enjeux et surtout des enjeux financiers parce que c'est une entreprise et c'est ça qui vise aussi. Donc en fait, généralement, c'est un peu quand ça arrive, les combattants ne disent rien, l'équipe du combattant ne dit rien aux médecins de l'UFC, ils attendent le combat et une fois que le combat a eu lieu, si ça doit être révélé, ce sera révélé, mais l'UFC n'en tient absolument pas rigueur. Enfin, on n'a jamais entendu, je n'ai jamais, depuis qu'on suit le sport en tout cas, entendu l'UFC dire a posteriori
Plus jamais ça se passera. Ils devaient nous dire qu'ils avaient une blessure, c'est inadmissible, machin, on peut pas se permettre ça. Je les ai jamais entendus dire ça. Donc c'est un espèce d'accord tacite en fait. Un corps tracite entre l'UFC et ses combattants. Et là, donc, concernant Conor McGregor, il montre, enfin, les photos qu'il a montrées semble nous dire qu'il avait déjà cette blessure à la cheville. C'est lui qui l'a expliqué. C'est aussi dû à ses nombreux combats, ses nombreux grands entraînements. C'est ce qu'il a expliqué dans un live Instagram. Et ensuite, je pense, à mon avis, moi, qu'il a aggravé la blessure qu'il avait déjà en place lors du combat contre Dustin Poirier. Et puis souvenez-vous, hein, mine de rien, Conor McGregor aussi contre Nate Diaz, alors que là, il avait pas de blessure avant. Il avait quand même fini sur Becky après le combat contre Nate Diaz, juste en ayant kické Nate Diaz. Et c'est un truc qui est très intéressant. Et c'est là, on va rentrer dans un point qui est un tout petit peu plus technique, mais il n'y a pas de souci, on va rester tranquille, mais pour que tout le monde vraiment nous suive bien. Mais c'est un post qui a été fait par Bass Routen, je ne sais pas si tu as pu le voir, qui est Je ne passé l'ai sur pas YouTube, vu. sur Facebook, pardon. Très intéressant. Bon, Bass Routen, on ne présente plus, mais on va le présenter très rapidement quand même, peut-être au cas où des gens ne le connaissent pas. C'est un combattant légendaire qui a littéralement tout appris tout seul en MMA pour ce qui est de la lutte et du combat au sol, enfin littéralement autodidacte sur ces trucs-là. Il venait du Muay Thai à la base et du Kyokushin en Hollande. C'est une légende, il est devenu champion UFC, il a participé à tout un tas de combats au Japon, etc. Et c'est surtout cette manière d'apprendre qui a fait de lui un analyste vraiment hors pair et toujours qui a des perspectives intéressantes. Et sur ce truc-là, il a dit, tout en préfaçant évidemment qu'il n'était pas certain que c'était ça. Il a juste donné son opinion. Et il a dit en fait, il a une manière de kicker Conor qui fait que ça aurait très bien pu aussi causer des lésions et des cassures prématurées, ou en tout cas, tu sais, des stress fractures, des trucs comme ça. Parce qu'en gros, Bas Rutten, il a mis une photo, vous pouvez aller voir son post Facebook, hein, il a mis une photo en illustration où en fait il dit là, par exemple, sur ce kick-là, vous voyez que le mollet de Conor McGregor est relâché. Tu sens qu'il est un peu, il tombe. Et en fait, pour Bas Rutten, c'est le signe que donc il n'a pas contracté sa jambe et son mollet particulièrement lors du kick. Et pour Bas Rutten, en fait, c'est très analogue à lorsque tu donnes un coup de poing. Si tu fermes ton poing genre comme ça, tu vas te péter la main, c'est quasi sûr. C'est pour ça qu'il faut toujours vraiment, boum, faire un point que tu peux vraiment serrer, où ça ne bouge pas, où tu contractes vraiment tout et où il y a rien qui passe en fait. Pour Bas Rutten, c'est l'exemple qu'il utilise, et il dit pour une jambe, c'est pareil en fait. Pour une jambe, pour lui, lorsque tu ne contractes pas les muscles qui sont autour du tibia pendant que tu kicks, le tibia est moins maintenu et les petits os sont moins maintenus, moins bien maintenus, et tu as plus de risques de causer des fractures ou en tout cas des micro-fractures. Ça vient de Bas Rutten. Probablement que c'est un truc qu'il a dû voir avec des médecins, on l'imagine aussi, pour confirmer cette théorie avant d'en parler comme ça de façon aussi publique, parce que c'est un analyste, donc il lâcherait pas ça comme ça si c'était genre de la bro science. Et c'est un truc qui est vraiment très intéressant, je trouve. Alors, ça, c'est le point de vue de Bas Rutten pour dire voilà ce qui aurait pu causer aussi des soucis. Et c'est vraiment cool que tu aies du coup rappelé qu'après le combat contre Nate Diaz, également, il avait fini sur béquille. Ça peut aussi être lié à ça, tu sais, une espèce des coups répétés d'une manière qui cause des micro-fractures. Bah forcément, à la fin du combat, ta jambe est dans un état qui est complètement qui est dramatique, quoi. Et il y avait, donc ça c'était Bas Rutten, il y avait également un autre point qui a été soulevé par l'entraîneur actuel de Francis Ngannou, Eric Nixic, je crois. Et en Nixic. gros, Nixic, c'est ça. Et alors, pour la petite histoire, c'est la femme de Eric Nixic qui lui avait envoyé la vidéo Sa en lui mère, disant. sa mère, sa mère. Ah, c'est sa mère, pardon, sa mère, c'est sa mère qui lui avait envoyé la vidéo en lui disant, enfin, j'ai l'impression qu'à ce moment-là du combat, c'est ça qui a pu causer la fracture. Et quand Eric Nixic envoie l'arrêt sur image, effectivement, en fait, c'est un moment où Conor McGregor met son fameux front kick, tip kick entre les deux, et Poirier le part avec son coude, mais vraiment et tu vois dans le mouvement qu'il met vraiment une emphase et qu'il balaye la cheville de McGregor avec son propre coude. Et si jamais, effectivement, encore une fois, quand McGregor était dans un moment où son pied revenait, où il était relâché ou quoi, on ne sait jamais, et avec suffisamment de force, je pense que ça peut aussi causer une fracture. En tout cas, c'était donc l'avis de l'entraîneur Eric Nixic. Donc, Sous il y a tout un réserve tas de qu'il y ait choses comme quelque ça. chose qui soit déjà existant aussi. Voilà. Potentiellement, voilà, évidemment. Donc ça, ce sont les théories qui circulent aussi.
En plus de, évidemment, la théorie principale qui est que, à la manière de Anderson Silva versus Chris Weidman, que ce soit tout simplement le fait que les kicks n'aient pas été exactement positionnés lorsque Conor McGregor essayait de toucher le genou, et qui a fait qu'il il est tombé peut-être sur des parties les plus dures du genou au lieu de tomber sur les parties un peu viandeuses, quoi. Et ça, c'est vrai que c'est possible aussi parce que il y a pas mal de vidéos assez intéressantes et bien faites sur le sujet. En gros, maintenant, il y a les low kicks qui sont sur le mollet. Donc là, tu es sûr de bien hacher la viande comme il faut. Il y a les low kicks sur la cuisse qu'on connaît, comment dire, on connaît depuis longtemps, les plus classiques. Et il y a ceux qui ont été introduits de manière mainstream récemment par Adesanya contre Paulo Costa, où en fait, tu as un nerf qui est juste derrière le genou que tu peux aller choper si tu tapes exactement au bon endroit. Et je pense que c'est ça que devait viser Conor McGregor, parce que j'ai du mal à croire qu'il est tellement mal visé qu'il visait le mollet, il a visé le genou. Je pense pas que ça se fasse je pense pas que ça se fasse comme Oui, ça. non. À ce Oui, parce niveau-là. que c'était pas des calf Donc, kicks que faisait Conor McGregor, hein. Il ne touchait pas c'était le pas des mollet, calf kicks. Non, c'était ouais, exactement. Il visait clairement le genou. Donc, je pense qu'il avait un petit peu la même cible que Adesanya avait lors de son combat contre Costa, ce fameux nerf. Voilà un petit peu ce qu'on sait. Voilà ce qu'on sait sur cette blessure, ce qui a pu la causer. Mais encore une fois, c'est un amas de théories, mais je pense que personne ne saura jamais vraiment, à mon avis. Non, moi je pense pour le coup vraiment qu'il y avait quelque chose qui était déjà existant, qui a ensuite été aggravé lors du combat, parce que bien évidemment, Conor McGregor, vous le voyez s'entraîner, il s'entraîne pas comme un fou furieux tout simplement quand il s'entraîne. Je pense que là, il était aussi un petit peu mine de rien pressé par le temps, et qu'ensuite, quand vous avez le combat contre Dustin Poirier, forcément, ça a un petit peu aggravé ça, donc il y avait déjà quelque chose d'existant, mais l'UFC n'envoie pas les mecs non plus à l'abattoir. Je pense qu'il y a eu aussi enfin, si Dana White le savait, Conor McGregor l'a aussi dit, le médecin de l'UFC le savait, tout le monde le savait, mais je pense que c'était plus, ok, il a eu des micro-fractures, ça va être quelque chose à surveiller, mais on peut quand même le laisser combattre, parce qu'aujourd'hui, le MMA et plus particulièrement l'UFC, enfin, c'est hyper bien encadré. Vous avez bien vu, dès qu'il y a des problèmes, ensuite les gars, on doit faire face, pas pour, je sais pas moi, s'il y a un chaos au processus de commotion cérébrale, ou ensuite être transporté à l'hôpital pour une batterie d'examen, avant les combats également. Là, Conor McGregor, il a reçu de la part de la commission athlétique du Nevada, je crois, c'est 6 mois minimum, justement, où il ne va pas Ouais. pouvoir combattre. Ensuite, il y a eu une certaine pause, je crois que c'est 1 mois ou 1 mois et demi, où il peut justement pas refaire des entraînements avec contact. Enfin, il y a quand même un vrai véritable suivi de la part de l'UFC et de la commission athlétique du Nevada à ce niveau-là. Donc c'est pas, enfin, ils vont pas envoyer un mec si le gars a clairement le bras en charpie. Il peut y avoir une faiblesse de ce côté-là ou quelque chose. Par exemple, le gars, je sais pas moi, une luxation de l'épaule pendant le camp d'entraînement 2 mois avant. Mais en l'état, quand le gars va combattre, c'est qu'il peut, sur le papier, en tout cas combattre. Parce qu'imaginez, hein, mine de rien, si Connor, ne serait-ce que sur le début de combat, je sais pas moi, il arrive vers Dustin Poirier et direct il se pète le tibia, ça aurait été quand même assez compliqué pour l'UFC. Ouf. Là, il y a eu Ouais. quelques phases de combat, quelques kicks qui, je pense, ont fait que le tibia n'a pas tenu. Mais bon, c'est pas, ils envoient pas les mecs à l'abattoir. Je pense qu'on a fait le tour, mon cher Ross, là-dessus. Oui, non, je pense qu'on a fait le tour aussi. Et puis c'est vrai que pour simplement affirmer encore plus ce que tu dis, il y a de nombreux exemples où les médecins de l'UFC n'ont pas autorisé un des combattants à combattre. Et ça, même si c'est quelques heures avant l'événement. On C'est pense clair. notamment à Nassourdine contre Phil Oz à la Fight Island, où Nassourdine a reçu le call de l'UFC quelques heures avant que l'événement ne commence, comme quoi Phil Oz n'était pas autorisé à combattre par les médecins. Et puis Donc, même quand il y a... Ouais, vas-y. non, non, c'était bon, c'était terminé. Et puis même quand il y a des enjeux énormes, parce que là, je vous vois venir aussi. Ouais, c'était Philos National, c'était très excitant, mais c'était pas le main event. Souvenez-vous, Habib contre Max Holloway, où là, pour le coup, Max Holloway a été écarté, alors qu'il était déjà en short notice contre Max Holloway, pour sauver l'événement à Brooklyn. Il a été écarté en pleine Fight Week parce que les médecins ont dit non, il est pas apte à combattre, alors que le mec était main event, c'était champion contre, pas champion, mais pour la ceinture lightweight, alors que Max Holloway était champion featherweight, monté de catégorie. Et le fait que les médecins disent non, on va pas prendre de risque, ça a mis l'UFC dans une situation particulièrement inconfortable. Mais je crois que sur ce coup-là, il me semble, c'était peut-être les médecins de la commission athlétique, il me semble. Oui, c'était de la commission athlétique, mais ce que je veux dire, c'est qu'il... Mais oui, voilà, comme quoi l'UFC, donc, lorsqu'il y a un médecin, donc un officiel, qui dit que, ben, l'UFC suit, quoi. C'est ça, oui, effectivement, que tu voulais dire, c'était simplement pour le détail. Exactement, le détail au détail. Bien, en tout cas, merci à tous pour la fidélité, bien évidemment. N'hésitez pas, petit pouce bleu, à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Si vous nous écoutez sur les plateformes de podcast, eh bien 5 étoiles sur iTunes et Apple Podcast, là aussi, ça nous fait plaisir.
Merci pour tous vos retours sur la masterpiece de Rusty Business. Ouais, vraiment, Cyril vraiment, Gann, ça Alexander fait plaisir. Volkov, c'est... Mais en plus, Non, vous voyez petit à petit, il progresse, mais une force, c'est complètement fou. Je pense qu'on a fait le tour, en tout cas pour cet épisode. Big shout out à My Sweet Pea, ouais, absolument. My Sweet Protein. My Sweet Pea. En ce moment, Mhm. moins 15% supplémentaire avec le code la sueur, en plus des 80%, jusqu'à 80% avec les soldes. Et puis Venom, sponsor de la sueur, sponsor de l'UFC. See ya very soon.